Le 25 octobre 2025, nous devons porter notre président jusqu'au palais. Voilà. On adresse au gouvernement. Mais si l'on devait parler de nationalité, celui qui ne devrait certainement pas venir à la nationalité, c'est bien vous. Vous avez été ceux qui ont pris les armes contre votre propre patrie. Ceux qui ont déformé et détourné le concept de l'ivoirité du président Henri Konan Bédié, qui était un concept culturel. Hommage au président Henri Konan Bédié. Nous demandons simplement que chaque Ivoirien puisse exercer librement son droit civique. Nous exigeons ici et maintenant de la réouverture, de la révision de la liste électorale sans condition et sans... Yes! Depuis la diaspora, nous demandons aux Ivoiriens d'être fiers, d'avoir un homme qui est demandé dans tout le monde entier, que les gens courent derrière lui. Il n'y a que nous. C'est un trésor. Attrapons bien le président Cheikh Tidiane Thiam. Pour cela, s'il vous plaît. Dernière chose, parce que tout le monde le connaît, retenez pour ceux qui ne connaissent pas. Et je pense que, moi je suis optimiste, hein. Quand je vois des assemblées comme la nôtre, je me dis qu'on peut y arriver. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Alors merci, nous poursuivons sur le même thème, dans la question de M. Assi Thierry. Monsieur le Président, au vu de votre connaissance du secteur de l'assurance, que proposez-vous pour dynamiser ce secteur et enfin levier de croissance pour l'économie ivoirienne? Bon, j'ai déjà fait ça pas mal, mais c'est vraiment l'assurance vie. Life Prudential a été créé en 1848 et a beaucoup contribué au financement de la révolution industrielle. Et ça a été créé pour ça. Et si vous allez à Londres, vous avez l'occasion d'aller à Holborn, il y a un musée de Prudential où il y a les carnets d'épargne de tous les princes de Galles, de tous les rois, etc. Parce que pour donner l'exemple à la population britannique, d'épargner un peu chaque mois, la famille royale eux-mêmes faisait ça, et il y avait ce qu'on appelle The Man from the Pew, très connu, qui passait dans chaque rue, chaque semaine, recueillir les shillings, les pence des gens, et c'est tout ça qui a fait. Prudential, on avait, à la Bourse de Londres, on avait 300 milliards de livres, on avait 3% de la Bourse de Londres, et ça, c'est une épargne accumulée sur 160 ans. Mais c'est ça qui finance toute l'économie britannique. Donc vraiment, mettre en place ces structures-là de fonds de pension, ça met du temps, mais c'est des petits ruisseaux qui font de grandes rivières et qui vous permettent d'agir sur le plan économique et d'avoir aussi le contrôle de votre économie nationale avec la création d'un vrai fonds souverain. Ça aussi, on pourra en parler, mais un fonds souverain ivoirien qui pourra prendre des participations. Moi, quand j'étais au Crédit Suisse, le Qatar était un actionnaire. Ils avaient une place au conseil d'administration. Je veux dire, quand le ministre des Finances du Qatar me convoquait, j'allais à Doha. Hein, et quand il me disait, je veux que Crédit Suisse crée 5 emplois ou 10 emplois à Doha, ben je l'écoutais. Les vrais défis du développement, ce ne sont pas les murs, c'est ce qu'il y a dans la tête des gens. Hein, on dit le sous-développement, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas un stade économique, c'est un état d'esprit. C'est une manière de penser, c'est une manière de faire. Et si on veut se sortir du sous-développement, ce n'est pas une question de milliards, c'est une question de comportement. Ça vous montre où la Côte d'Ivoire a été. Première chose qu'il m'a dit, vous êtes Ivoirien. Et oui, et on reviendra là-dessus. Maintenant, on me dit, je ne suis pas Ivoirien. Mais toute ma vie, tous les gens qui m'ont connu comme un Ivoirien. Bon, il me dit... Monsieur le Président, vous avez dit dans l'une de vos communications que vous aspirez à mener certains entrepreneurs ivoiriens à être des milliardaires en dollars. Quelle serait alors votre recette pour y parvenir et comment comptez-vous améliorer l'accès au financement pour les entrepreneurs et les PME locales? Bon, c'est l'accès au capital dont j'ai parlé. Et ce capital, il ne faut pas que ce soit des prêts, il faut que ce soit des fonds propres. C'est compliqué à expliquer, mais une entreprise
pour se développer, elle a besoin d'un capital de départ. Et ce capital-là, il doit être fourni par des actionnaires, pas comme un prêt. Parce que d'abord, beaucoup d'entreprises, de PME meurent, et que quand elles ont des prêts, ça devient très compliqué. La forme la plus adaptée, si vous allez à Silicon Valley, vous allez à Stanford University, vous allez à Palo Alto, il y a tous les fonds de ce qu'on appelle de private equity, ils sont tous dans la même rue. Et ils sont là pour financer les startups, les boîtes créées par les étudiants les plus brillants des États-Unis, avec ce qu'on appelle de l'equity, en anglais, du vrai capital, pas des prêts. Je suis actionnaire, et puis je finance 100 entreprises, et puis là-dedans, il y aura un Tesla, il y aura un Uber, il y aura un truc qui me rend milliardaire. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et ces gens de private equity, tout l'argent qu'ils gèrent vient des fonds de pension dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce sont les fonds de pension qui leur confient leur argent pour ensuite sélectionner les entreprises dans lesquelles ils investissent. Donc c'est ce système-là qu'il faut mettre en place, parce que c'est impossible de prévoir qui va être le Tesla de demain, etc. Ce que vous faites, c'est que vous investissez largement, mais il y en a toujours qui émergent. Moi, quand il y a eu le sommet des chefs d'État africains là, en mai 2021, moi j'avais été sollicité comme Ivoirien pour aller préparer ce qui allait se passer au sommet. J'étais donc à la table du chef d'État là, et j'avais fait venir Shola, qui est un jeune Nigérian qui venait de vendre son entreprise à une entreprise américaine pour 250 millions de dollars, et il avait 30 ans. Et c'est un gars qui a été formé à l'université de Lagos, qui n'est jamais sorti de Lagos, mais il était très fort en informatique, il était très connu dans le milieu des codeurs, et en particulier des gens de Silicon Valley. Ils l'ont invité à une espèce de séminaire à Silicon Valley, et ils lui ont fait un investissement en equity de 100 000 dollars. C'est avec ça qu'il a créé son entreprise Paystack, qu'il a vendu ensuite à Stripe aux États-Unis pour 250 millions de dollars. Donc, mais ce qui est triste, c'est qu'il ait dû aller chercher ces 100 000 dollars à Silicon Valley. Oui. Donc, ce que je veux dire avec ça, c'est que des Africains qui ont le QI pour faire des choses comme ça, il y en a. Il y en a. C'est Bill Clinton qui disait que l'intelligence est uniformément répartie sur le globe. Ce qui n'est pas uniformément réparti, c'est les opportunités. C'est comment faire pour que les gens aient les opportunités et qu'ils puissent les saisir. Mais aussi, bon, moi, pourquoi je suis excité par tout ça, c'est que c'est mon domaine, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais toute ma vie. Moi, je suis un homme du privé, donc vraiment, on parle le même langage, et je peux vous dire, sans faire de promesses vides, que, comment dire, ce qui manque dans le monde, c'est pas l'argent, c'est la confiance. Quelqu'un a parlé de confiance tout à l'heure. Du capital, il y en a plein. On nage dans le capital sur les marchés mondiaux. Il y a des milliers de milliards de dollars, des trillions qui se baladent. Mais où est-ce que l'argent va? Là où il a confiance. Donc, ça, c'est ça. Ça, c'est un gros. Donc, quand un pays vous dit j'ai du mal à obtenir du capital, il ferait aussi bien de dire en fait le reste du monde n'a pas confiance en moi. Le capital, il va là où il a confiance, là où il va être investi et où les gens pensent qu'on ne va pas leur enlever. J'avais un homme d'affaires qui me disait, moi, je n'investis que dans les pays où je suis convaincu que je peux avoir un procès avec le fils du président et gagner. C'est ça qu'on appelle un état de droit. Et donc il restait dans des pays comme ça et il investissait des centaines de millions de dollars. Parce qu'il dit que, voilà, mon argent est sûr et en sécurité là-bas. Parce que même si j'ai un palabre avec le fils du président, il y a un système légal et juridique qui est tel que... Et c'est une chose qui n'est pas venue dans les questions. Et ça aussi, c'est significatif de l'approche francophone. Il n'y a pas de question là sur le droit, l'état de droit, les tribunaux, la justice. Il n'y a pas de capitalisme sans une justice qui fonctionne. Pourquoi est-ce que la plupart des présidents américains sont avocats? Parce que c'est la chose la plus noble et la plus respectée dans leur système. Parce que tout repose sur le droit. Tout repose sur le droit. Vous avez vu Trump, il a commencé à essayer d'appliquer son programme. Qu'est-ce qui se passe? Il se trouve devant les tribunaux. Il y a des juges, et les gens portent plainte, les employés qui ont été licenciés, l'USAID porte plainte, et tout ça, ça finit devant les tribunaux, et ensuite ça ira à la Cour suprême. Donc vraiment, vous ne pouvez pas avoir d'économie performante sans un système légal et judiciaire dans lequel les gens puissent avoir confiance. Parce
Il n'y a pas de marché qui fonctionne de la terre, du foncier. Un marché du foncier et de l'immobilier qui fonctionne. Si vous avez ça, ça libère des centaines de milliards. Des centaines de milliards de financement pour l'économie. Et vous n'avez pas besoin d'aller chercher une banque, je ne sais pas où, de vous endetter à l'extérieur. Parce qu'on y viendra, mais vraiment. C'est clé de développer du capital domestique, du capital local en francs CFA. Quand on dit qu'il n'y a pas d'entrepreneur ivoirien, il n'y a pas d'entreprise nationale, c'est parce qu'il n'y a pas de capital national. C'est ce que le président Houphouët-Boigny essayait de pallier avec son capitalisme d'État. C'était l'absence de capital. Donc, je vais me brancher sur autre chose, mais ça répond à d'autres questions. Je parle tout le temps des fonds de pension, des fonds de pension, des fonds de pension. Bon, mais toutes les économies anglo-saxonnes ne sont financées que par les fonds de pension. On avait parlé de CalPERS, les propriétaires d'Apple, les propriétaires de toutes ces choses-là, ce sont des fonds de pension. C'est l'argent des épargnants. Okay? Donc, encore un problème des économies à la française, c'est que les systèmes de retraite sont par répartition au lieu d'être par capitalisation. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de vrai capitalisme français, c'est qu'il n'y a pas de fonds de pension. Tout l'argent de PIMCO, de BlackRock, de tous ces Blackstone, c'est l'argent des fonds de pension. Donc on a une population jeune, il faut créer un système de retraite où on collecte. Moi j'ai fait ça au Vietnam, j'ai fait ça en Indonésie, j'ai fait ça en Thaïlande, j'ai fait ça partout. Et il faut créer un système de collecte de cette épargne et d'accumulation de cette épargne. Quand il y avait des privatisations au Vietnam, moi, le Premier ministre, il m'appelait, il me disait, bon, combien est-ce que Prudential va prendre? Oui. Mais je prenais ça en monnaie, c'est le vietnamien dong, c'est le dong. On prenait ça, l'épargne des Vietnamiens, là, on investissait ça dans la privatisation des télécoms. Mais en tant qu'acteur local, national, financier, en monnaie locale. Et c'est une chose, bon, je l'ai raconté plein de fois, mais on l'a fait pour boucler le financement du 3e pont. Pour boucler le financement du 3e pont, il y a un fonds de pension en Côte d'Ivoire, c'est celui de l'armée. J'étais allé voir le général Koulibaly, qui à l'époque était du truc, et je lui ai dit, voilà, si vous placez de l'argent dans mon pont, ça va vous faire des recettes. Il me fallait de l'argent en CFA. Son argent, à lui, il est en CFA. Ça va vous faire des recettes. Les recettes du pont à péage sont en CFA, hein, et ça va payer les retraites des militaires. C'est parfait, de l'infrastructure. Donc, les fonds de pension sont là pour financer l'infrastructure à long terme, parce que c'est ça qui va payer les retraites. Quand j'étais en Angleterre, George Osborne avait monté tout un plan pour financer les infrastructures dans le nord de l'Angleterre. Aller emprunter en dollars ou en euros pour faire un pont à péage à Abidjan, dont les recettes sont en francs CFA, ça n'a pas de sens. Hein? Et quand vous avez ça, vous avez un capitalisme. On a des embryons. Hein. À la CNPS, je dois dire, le patron de la CNPS, moi j'en ai discuté, lui, il comprend ça. Et c'est un premier embryon de ça, mais il en faut. C'est des gens comme ça qui vont financer nos entreprises nationales, qui vont investir dans les entreprises nationales et permettre le développement d'une vraie économie ivoirienne contrôlée par du capital ivoirien. C'est ce que font tous ces pays-là. Et c'est pas... Mais il faut en avoir l'expérience. Et puis, c'est pas très compliqué à faire. Mais on peut le faire, on va le faire. Il y a des pays africains d'ailleurs où c'est le cas. Regardez au Nigeria, c'est le cas. Dans la plupart des économies anglo-saxonnes, c'est le cas parce qu'ils se sont organisés comme en Angleterre, qui étaient leurs colonisateurs. Donc ils ont ces structures-là. Nous, on les a pas, mais on peut les mettre en place. Je regarde notre ami qui est au Royaume-Uni, il sait très bien, parce que je suis sûr que vous avez une retraite dans un fonds de pension dans votre entreprise. C'est comme ça pour voilà, c'est comme ça pour tout le monde. Bon, j'ai fait plusieurs questions, mais je sais. Bon, merci, monsieur Affili. C'est une question que j'ai tout le temps. Hein. Mais moi, mon profil, il est clair. Vous pouvez aller sur Wikipédia, vous pouvez aller n'importe où. Vous allez trouver mon parcours. Moi, je suis un homme d'entreprise. J'ai fait toute ma carrière en entreprise. Et comment je peux dire ça sans me faire trop d'ennemis? Disons que je suis un praticien de l'économie. Voilà. Je ne suis pas un économiste. Je suis un acteur de l'économie. Moi, je faisais bouger des milliards de dollars. J'étais comptable de mes résultats. Il y avait le résultat de ma société et son cours de l'action. Est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas? Donc, si vous voulez, confondre un économiste et un chef d'entreprise, c'est comme confondre un joueur de football et un journaliste sportif.
Le chef d'entreprise, il est sur le terrain, il marque des buts, il défend, il attaque. Le journaliste sportif, il analyse. Mais c'est rare qu'un journaliste sportif soit aussi bon joueur que les footballeurs professionnels. Donc, avec moi, ce que vous avez, c'est un praticien. Un praticien. Toutes les choses dont je vous parle là, c'est des choses concrètes que je n'ai pas lues dans des livres d'économie. C'est des choses que j'ai faites, que j'ai mises en œuvre personnellement. Et si vous faites de la mécanique, vous savez très bien que réparer un moteur ou étudier la théorie de la thermodynamique dans les livres, c'est pas la même chose. Donc on apprend en faisant. Moi je suis rentré, j'ai 36 ans de carrière d'entreprise derrière moi. Je sais comment une entreprise fonctionne, je sais comment on gère des ressources humaines, je sais comment on motive des gens. Ça c'est des choses qu'on apprend sur le terrain. Voilà. Et c'est pour ça que je me permets de dire, regardez le PDCI, honnêtement je crois qu'en 12 mois, le PDCI a quand même changé pas mal. Bon, et ça c'est du management. Hein, c'est comme la CAN. Avec un différent entraîneur, vous avez vu qu'on est passé de 4-0 battu au stade de Fouet-Boigny à gagner la CAN. C'était les mêmes joueurs. Et moi, dans la plupart des entreprises que j'ai dirigées, je n'ai pas changé les gens. Je n'aime pas changer les gens. Je viens, je prends ce qui est là, et puis je motive les gens. Je leur apprends à travailler différemment. Je leur apprends à travailler en équipe. Et ça, c'est un point que je veux faire. Hein. Vraiment, une différence culturelle que je constate entre nous. J'ai travaillé vraiment partout. Aux États-Unis, en Asie, en Europe, partout. Et vraiment, cette affaire de travail en équipe, là, c'est fondamental. Pris individuellement, on n'est pas moins bien formé, moins diplômé, moins quoi que ce soit que les autres. Ce en quoi on est malheureusement trop souvent spécialiste, c'est comment dire ça? Au lieu que nos efforts s'additionnent, ils s'annulent. Au lieu de travailler ensemble, on se fait des crocs en jambes. Si vous êtes dans la même équipe, regardez, je vais vous dire politiquement ce qui se passe actuellement, parce que c'est très adroit de la part du gouvernement d'avoir suscité ces gens au PDCI qui portent plainte contre moi, qui portent plainte contre le PDCI. C'est très subtil, parce que on essaie d'alerter l'extérieur, et ils disent non, ça ce sont des problèmes internes au PDCI. C'est M. Thiam qui a des problèmes avec ses troupes. Or, l'avocat de Mme Yapo est conseiller spécial de la présidente du Conseil constitutionnel. C'est très habile. Donc ça fait que le gouvernement peut mener toutes sortes de pratiques et de manœuvres en faisant paraître ça des difficultés internes au PDCI. Parce que malheureusement, il y a toujours des gens qui sont prêts à se livrer à ce genre de... Comme on dit chez nous, l'araignée ne traverse pas le mur qui n'est pas fondu. Si vous allez dans la case, vous trouvez une araignée, il faut chercher où est la fente. Voilà. Donc, cette affaire de travailler ensemble, d'être unis, c'est vraiment, pour moi, là où on pêche le plus. Quand le président Houphouët-Boigny a choisi la devise de la Côte d'Ivoire, est-ce que vous croyez que c'est par hasard qu'il a mis union? Il y a beaucoup de mots dans le dictionnaire, des dizaines de milliers. Il a dit union, discipline, travail. Parce que c'est notre plus grand défi. Notre plus grand défi. Si on arrive à s'unir, pourquoi j'ai pris comme slogan de campagne tous ensemble? Si on arrive à s'unir, tout est possible. Mais si on reste désunis à se faire des crocs en jambes, vous êtes dans la même équipe et puis vous faites des crocs en jambes à vos équipiers. Vous ne pouvez pas gagner le match, c'est pas possible. C'est tout. Donc, c'est aussi simple que ça.